Les questions étaient ultra intéressantes. J'ai vraiment pu creuser en plus sur plein de sujets qui me tenaient à cœur. Donc je suis ravie d'être venue ici. Et du coup, je dis efface directement devant mes yeux. Et du coup, il fait non, mais j'effacerai à la retouche. Je fais non, tu effaces maintenant. Et du coup, après, je me suis dit ok, là, je suis en danger. Et j'ai fait on a bien shooté, je vais rentrer chez moi. Et heureusement, ça s'est terminé comme ça. Je suis ravie que la mentalité et le principe que j'ai, que tout le monde a sa place, a pu être prouvé en les faisant rentrer en agence. En disant, en fait, j'avais raison. Et elles avaient raison d'y croire, elles ou ils. Bonjour Joanne, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast L'Essence. C'est un podcast que j'ai créé pour déconstruire les idées reçues sur l'entrepreneuriat et pour aider les entrepreneurs à construire des projets en accord avec leurs valeurs. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parce que pour moi, tu représentes vraiment justement la businesswoman qui a réussi à tout aligner. Pour te présenter un petit peu, donc toi, tu coaches des mannequins. Tu es mannequin toi-même, mannequin commercial. Tu as créé une académie justement pour former des futurs mannequins à vivre de leur activité. Et tu organises aussi des workshops, donc c'est-à-dire des événements où tu réunis différents talents artistiques, les mannequins, directeurs et directrices artistiques, vidéastes, photographes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation? Déjà très complète. Je peux peut-être rajouter le fait que je suis fraîchement scout. Donc en gros, je repère les mannequins pour entrer en agence. Donc la fameuse personne qui arrête les personnes dans la rue en disant «Eh mais t'as le potentiel, est-ce que tu veux pas rentrer en agence?» Du coup maintenant c'est devenu moi. Voilà, donc c'est une dernière corde à mon arc. Dernière je sais pas, mais en tout cas ça en rajoute une encore dans ce milieu. Trop bien. Et donc du coup, toi, tu t'es lancé, enfin ta carrière de mannequin, tu t'es lancé il y a 5 ans. Mhm. Aujourd'hui, tu cartonnes de fou, tu as des files d'attente, tu dois sélectionner les personnes qui participent à tes workshops que tu formes, etc. Tu as atteint les 10 000 abonnés sur Instagram, Ouais, même plus enfin. maintenant. Félicitations. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement prendre un petit temps, de regarder tout ce que tu as fait et ouais, de te poser en mode, te dire, c'est fou en fait tout ce que j'ai accompli. Alors, c'est très, je veux dire, c'est adorable la manière dont c'est présenté, donc c'est pour ça que je me sens un peu saucée. Profite, Hem, profite. j'ai commencé, j'avais du coup 19 ans. Dans ce milieu-là, c'est vrai que je connaissais personne, j'avais aucun réseau. Je venais d'arriver sur Lyon, fraîchement, avec mes petites valises, de savoyarde, donc c'est pour ça que, des fois je regarde en arrière, mais c'est plus d'autres personnes qui me le font réaliser. Dans le sens où j'ai la chance d'être dans un métier où je travaille avec beaucoup de personnes, d'où les rencontres. C'est à chaque événement, j'ai environ une dizaine de photographes, une dizaine de modèles qui, certains, me suivent vraiment depuis le début. Donc ça fait maintenant 6 ans. Et c'est vraiment ces personnes-là qui viennent plutôt me le mettre devant les yeux en disant «Tu te souviens, il y a 6 ans?» Et à ce moment-là, je réalise en disant «OK, c'est vrai que c'est fou, mais je l'ai pas fait seule et aussi j'ai l'impression que je les ai embarqués avec moi». Dans le sens où c'est pas moi qui ai fait mon chemin et je regarde en disant «Ah, j'ai gravi la montagne», mais c'est plus «Qu'est-ce qu'on en a fait du chemin ensemble?» C'est plutôt cette énergie-là que j'ai et je sais que je la ressens aussi beaucoup dans les rencontres aussi, parce que des fois je fais des petits apéros de réseautage et quand je discute avec eux et que je vois ces personnes-là que j'ai rencontrées quand j'avais 19 ans, maintenant j'en ai 26. Et en fait, on se regarde et on se dit ok, on en a fait du chemin ensemble. Donc là, c'est vraiment cool à ce moment-là. Et moi, tu vois, il y a un truc qui m'a marqué en fait dans ton activité, c'est que tu arrives à faire en sorte que toutes les morphologies puissent devenir mannequins. Et même rentrer en agence et tout, moi je connais pas ce milieu. J'ai quelques connaissances qui sont dans le mannequinat, mais justement, je les ai toujours vues en mode on m'a dit qu'il faut que je perde 5 grammes, que j'ai des trop grosses fesses, que machin, etc. Et en fait, toi, moi, ça fait depuis que je me suis lancée, je te suis, donc ça fait 3 ans. Et en fait, le physique, c'est jamais un sujet, tu vois, j'ai l'impression. Et justement, j'ai l'impression que tu arrives à faire changer
les mentalités et le fait d'aider n'importe quelle personne à devenir mannequin et aussi à rentrer en agence parce que je pense que c'est là que les mentalités sont plus dures à faire changer. Je trouve ça fou. Euh, C'était juste une petite parenthèse. Ah, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que pour moi, tout le monde a sa place dans le milieu de l'audiovisuel. Euh, Là, c'est vrai que j'ai eu des personnes, du coup, que j'ai pu accompagner qui faisaient 1,60 m, comme plus de 45 ans, avec des profils plus size. Donc, c'est vrai que je suis ravie que la mentalité et le principe que j'ai, que tout le monde a sa place, a pu être prouvé en les faisant rentrer en agence. En disant, ben, en fait, j'avais raison. Et elles avaient raison d'y croire, elles ou ils, parce que j'accompagne vraiment tous les genres. Et, euh, et c'est vrai que ça va vraiment être en fonction de la catégorie de mannequinat. Il y a vraiment le mannequin fashion qu'on peut voir et qu'on a du coup vraiment en tête, les défilés, etc. Par exemple, moi, j'ai pas forcément le physique des défilés. Et c'est pas pour autant que je me suis pas trouvé ma catégorie, qui est plutôt commerciale, plutôt publicitaire. Donc en fait, un peu monsieur, madame, tout le monde, mais je fais des grands sourires et c'est mon métier. Et du coup, je maîtrise les codes de l'audiovisuel et c'est pour ça qu'on prend. Donc c'est vraiment essayer d'affûter l'esprit le positionnement des mannequins que j'accompagne pour dire, mais en fait, vous avez votre place, il faut juste trouver la bonne catégorie et de faire les bons supports en fonction de cette catégorie. Voilà. Et au début de ta carrière, tu travailles dans la finance. Oui, c'est ça. On pourrait penser que aujourd'hui ton activité où justement tu travailles avec des créatifs et ce côté structuré de la finance est peut-être plus, tu vois, dans le rationnel, moins dans l'émotion. On pourrait penser que c'est totalement opposé, mais moi je suis persuadée qu'en fait c'est complémentaire. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. En gros, dans mon parcours, j'ai fait 5 ans d'école de management. Donc, c'est plutôt de la fiscalité, du droit, de la comptabilité. Et c'est des sujets que j'aborde continuellement. Et c'est journalier dans ma boîte. Parce qu'au-delà de travailler dans le milieu artistique, monter, parce que du coup, je suis en société maintenant, monter une société, c'est que du droit, que de la compta. Et c'est aussi du suivi de trésorerie, parce que je fais des gros avancements de trésorerie quand je loue des lieux, des manoirs, des villas. Et en fait, il faut savoir tout calculer, tout ça. Et de base, auditrice financière, c'est aussi être très organisée, parce qu'on est un peu c'était les comptables des comptables. En fait, les experts comptables et les auditeurs financiers viennent approuver les comptes des experts comptables. Il faut être organisé à 1000%, parce qu'il y a une quantité de travail tellement énorme que si on ne l'est pas, clairement, on ne peut pas faire ce métier. Et organiser un workshop, c'est une telle organisation millimétrée que j'ai juste rebasculé toutes les compétences que j'avais dans ma passion. Donc finalement, ça nourrit en fait tous les jours ça. Mmh. Et je pense que ça apporte aussi, une structure aux personnes que tu accompagnes pour eux-mêmes gérer leur entreprise. En général, les artistes, ils sont talentueux. En fait, je leur apprends pas le talent. Soit ils le sont, soit ils ont un potentiel de dingue à révéler, soit il y a le syndrome de l'imposteur qui vient un peu en couverture de ça, qu'il faut aller un petit peu pousser. Mais ils ont ce potentiel-là. Du coup, moi, je vais leur apporter leur structure, une stratégie, un plan vraiment stratégique semaine par semaine pour pouvoir avancer. Et en fait, leur donner juste un cadre pour qu'ils puissent évoluer. Parce que c'est aussi ça, être artiste, c'est vouloir sortir du cadre. Et parfois, ça peut nous desservir parce que quand on n'a plus de cadre, on n'a plus forcément de limites. Donc, on s'y perd un peu parce qu'on a tellement d'opportunités. Donc, je vais ramener une ligne directrice, un fil rouge, et dire, bon, maintenant que vous l'avez, vous pouvez faire n'importe quoi. Parce que vous savez où vous allez. Voilà, du coup, je les aide là-dessus surtout. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais Voilà, vous avez au moins une direction. C'est vraiment, c'est ce que je dis en workshop, c'est que je fais les plannings, je fais les contrats. C'est comme ça, je vous mets un cadre pour que vous puissiez sortir du cadre et vous sachiez quand vous êtes en train de le sortir ou pas. Et ça aide à la créativité. Franchement, je l'ai vu. C'est que du coup, quand on sait nos limites, on sait aussi quand on les dépasse. Et du coup, on a une fierté qui est encore plus grande de rajouter des contraintes. En fait, je trouve que ça permet d'éclore un peu sa créativité. trop bien. Et hem et donc du coup, quel a été le déclic qui t'a donné envie de passer de ce secteur de la finance à, créer ton activité telle qu'elle est aujourd'hui?
J'ai toujours eu les 2 activités en simultané, dans le sens où quand je suis arrivée, sur Lyon, c'était ma première année, d'école de management. Donc c'était vraiment aux prémices, je voulais me lancer, du coup, moi de base, je suis chanteuse. Voilà, j'ai fait 10 ans dans un Je groupe, de savais pas, chant. faudrait qu'on en Voilà. reparle. Et du coup, quand je suis arrivée sur Lyon, je voulais absolument reprendre le chant parce qu'en fait, ça a bercé toute mon adolescence et en fait, bah, j'ai vu que c'était compliqué sur Lyon. C'est pas les mêmes codes, c'est plus le rock garage, c'est les choses, c'est plus difficile et du coup, c'est là où j'ai rencontré un photographe sur Facebook. J'ai fait l'erreur que font à peu près toutes les modèles quand elles commencent, c'est aller en direction d'un photographe sur Facebook qui sont pas forcément safe, si je pourrais dire. Mais j'ai eu la chance, ça s'est bien passé parce que j'avais vraiment ma mère qui était derrière qui a dit non, tu vas pas toute seule. Donc elle m'a suivie et on a fait le premier shooting ensemble. Et ensuite, ça m'a présenté un autre photographe et un autre photographe. Et du coup, je me suis vraiment lancée ma première année à Lyon. Et du coup, en simultané, je vais payer quand même une école chère. Donc je me suis dit, je vais au bout. Et que ça a pris en fait de l'engouement au fil des années. Au début, la première année, j'avais 300 abonnés, personne me connaissait et c'était pas un concept qui était connu. Ça se faisait un peu sur Paris, mais sur Lyon, ça se faisait vraiment très peu ou dans des assos. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. J'ai continué les études et après, je suis passée en micro-entrepreneur parce que du coup, vu que j'avais des gains, je me suis dit, il faut que je structure tout ça. Et c'est en première année de master où là j'ai demandé, c'est le statut étudiant entrepreneur. En gros, on peut demander ça au ministère de l'Éducation et ça permet d'avoir accès à des coworking, à des comptables, à des avocats pour les étudiants. Donc franchement, je recommande à tous ceux qui vont écouter le podcast et qui sont jeunes et qui ont envie de se lancer, c'est un cheat code. C'est clairement, ça m'a tellement aidé. Et donc j'ai continué l'audit aussi, mais j'avais quand même ce petit statut-là en plus qui m'a permis de louper 2 3 cours pour aller faire des événements entrepreneuriaux, donc c'était bien. Et, euh, et c'est là, j'ai fait mes 2 premières années en auditrice financière et je suis arrivée au point où, là c'est du coup très cool, mais c'est que j'avais trop de clients dans le sens où je ne pouvais plus faire les deux. J'étais arrivée à un point où je faisais du 7h, 22h avec l'audit, qui est déjà, c'est des horaires de fou. Et de 22h à minuit, en fait, je faisais mes workshops, je faisais mes coachings. Je rentrais chez moi dans ma chambre d'hôtel parce que j'avais des semaines entières d'audit et je faisais des coachings en visio. Donc, on arrivait sur un point où là, ça devenait trop et je pouvais juste pas continuer. Et je me suis dit, mais t'as les contacts, t'as les personnes qui sont là, t'as une liste d'attente, t'as rallonge, mais pourquoi tu te lances pas? T'as tout pour, tous les entrepreneurs rêveraient de pouvoir se lancer dans ces conditions-là. Pourquoi juste par peur? Et parce que j'ai fait des études dans un autre domaine, je me lance pas. Et là, j'ai de la chance d'avoir vraiment fait des super connaissances dans les workshops qui m'ont dit, mais t'as tout pour te lancer. D'avoir une famille incroyable qui m'a dit, mais t'as tout pour te lancer. Et du coup, on se lance. Et puis, on voit, on voit ce que ça donne. Du coup, je sais pas si toi, quand tu t'es lancé, tu t'es dit aussi, il faut que tout soit parfait avant de se lancer, ou toi, tu t'es dit, justement, je me lance d'un coup, Ah ouais, non, moi c'était l'inverse, j'avais rien et je me suis dit je tente le tout pour le tout. on laisse tout tomber et on y va. Trop bien. Et après, je m'adapterai, même si voilà, ça va être difficile peut-être pendant un temps. Je sais que j'ai une super capacité d'adaptation et voilà, donc je me suis dit on y va. Donc c'est encore différent, mais du coup c'est intéressant parce que ça prouve que en fait t'as pas que un cas de figure qui fonctionne et faut faire vraiment un truc que toi tu sois en accord vraiment avec C'est ça. ce dont tu te sens capable, quoi. En fait, franchement, euh, peut-être dû à la légitimité ou je ne sais quoi, mais si j'avais pas assez de monde, pour me lancer à 100%, je me serais jamais lancée. Parce que, en fait, mes études ont été tellement énergivores, chronophages, épuisantes, que, en fait, j'avais trop donné dans mes études pour lâcher ce que j'avais appris en études. J'étais tellement arrivée à un point, entre guillemets, dans l'expertise de la finance, que lâcher ça pour revenir à l'essence même, la passion, c'était hyper compliqué, même de me poser et me dire, je vais dire quoi à mes parents? De dire, mais en fait, on a invité dans une école
qui potentiellement ouvrait des portes à des très très bons salaires, repartir dans l'entrepreneuriat, repartir entre guillemets de zéro. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui m'ont soutenue aussi dans le milieu en disant mais on a participé à tes workshops, on sait ce que c'est, il y en a besoin, il y en a qui ont tellement évolué suite à ça que je me dis bah ok, il y a quand même un sens à tout ça et on se lance, tu vois. Ouais, il y a déjà la preuve sociale, quoi. Oui, c'est ça. J'ai appris ce mot-là il y a pas si longtemps que ça, la preuve sociale. Ouais, c'est un peu les témoignages, tout ça et l'expérience, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Par contre, je pense que c'est dû aussi à l'école de management. C'est plein de termes ou de techniques qu'en fait je faisais naturellement. Même en com, j'ai jamais fait d'études de com. En fait, tout le monde est persuadé que soit je suis photographe, soit je suis dans la com, soit j'ai fait de l'événementiel. Et j'ai fait aucun des trois. Et c'est que par des points que j'ai récupérés par-ci, par-là, que j'arrive à me dépatouiller. Et ça, je pense que toi, tu dois le vivre aussi tous les jours. C'est, en fait, entrepreneur, faut être un couteau suisse, mais vraiment, faut savoir tout faire ou avoir un très très gros budget. ça, ça dépend. Mais du coup, moi, j'ai pris la partie prise de savoir tout faire. Et heureusement que j'ai fait de l'audit avant. Parce que la partie, on va dire, naturelle, d'événements, j'organise toujours mes vacances, tout ça. Donc la partie événementielle, comme ça me plaît. Et heureusement que j'ai eu le bagage du coup administratif, parce que ça, c'est difficile de devenir passionné d'un coup quand on devient entrepreneur Passionné d'administratif. d'administratif. Peut-être y en a un, mais ils le diront dans les commentaires. Mais... Manifestez-vous. On va passer aux idées reçues sur Ok. le mannequinat. Donc, c'est autant les idées reçues sur, effectivement, le secteur du mannequinat ou sur ton activité à toi. Mhm. Alors, c'est assez drôle parce que quand je demande ça à mes invités, en général, ils me donnent 2, 3 idées reçues. Toi, tu m'en as donné 7. Ok, tu peux choisir celle qui t'inspire le plus. Alors, en fait, c'est important, je pense, de toutes les passer en... Enfin, je vais toutes les évoquer parce que tu as prouvé qu'elles étaient fausses, que c'était pas forcément vrai. Donc, je veux les évoquer, mais on va en aborder Bien 2 ou sûr. 3. Mais il y a, tu es trop jeune pour te lancer. Tu n'as pas les épaules pour ça, donc le fait qu'effectivement, quand on lance un business jeune, souvent les gens ils pensent que on n'a pas la maturité en fait pour que ça fonctionne. Ce sont juste des petits projets, t'as mis ça entre guillemets, donc c'est le fait que on peut ne pas te penser capable d'être ambitieuse, enfin toi une personne qui va se lancer jeune justement, d'être ambitieuse, de voir les choses en grand. Tu n'as personne dans le réseau, donc tu ne réussiras pas. J'ai envie de dire, écouter une chanson d'Orelsan. Non, mais voilà, le fait que, qu'il faut tout de suite avoir un réseau pour se lancer, etc. En fait, un réseau, ça se construit et on peut y arriver. Tu n'as pas les mensurations pour être mannequin. Celui-là, il est intéressant. Si tu n'es pas à Paris, tu auras toutes les opportunités. Pour info, ici, on est à Lyon. Donc, toi, tu as tout construit sur Lyon, en fait. Ouais, maintenant j'y vais de temps en temps sur Paris, mais très peu. Et un qui est plus lié justement à ton activité, mais qui n'est pas besoin d'être coaché pour être mannequin. Alors, si tu veux, je te redonne mon téléphone, mais c'est toi qui vas choisir une des idées reçues et celle qui te semble la plus marquante, la plus importante ou que justement il faut, tu vois, qui est la plus ancrée qu'il faudrait Ouais. débunker. Tu me permets d'en prendre deux ou d'en prendre une? Alors, moi je pensais toi en choisir une et moi en choisir une autre, mais Trop si bien. tu veux, tu peux en choisir deux, il n'y a pas de souci. Mais il y en a une qui peut rejoindre les deux, ce sont des petits projets. Parce que ça va rejoindre les tu n'as pas les épaules et tu es trop jeune. Donc, souvent, on a tendance, dans l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat féminin, de voir à la baisse les ambitions. Et surtout, on le fait pas forcément intentionnellement, même nous, quand on en parle, on va rajouter des petits. Alors, au début, on va trouver ça mignon. Parce que j'ai fait des petits événements avec... on a fait des petites photos. Et en fait, on a vraiment ce discours-là, beaucoup plus les femmes. Donc, je pense que c'est dû à plein de choses, socialement parlant. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai décidé et j'essaye d'enlever de mon vocabulaire. Là encore, je préparais mon discours parce que ce soir, j'ai une grande soirée de Noël où il y a quand même 114 personnes qui vont être là. Donc, je le prépare et je fais ces petits... J'ai vraiment dit ces petits événements. Je fais, mais oh, c'est pas possible. Et je l'ai enlevé mon discours. Je fais, arrête avec ça. Parce que,
En fait, on a tendance à mettre un peu sous le tapis nos émotions et nos ambitions pour justement pas paraître trop ambitieuse, trop axée par exemple sur l'argent aussi, parce que ça c'est mal vu. Vouloir vivre de sa passion, ça peut être mal vu aussi, parce que c'est ben non, si tu le fais par passion, t'as pas besoin de vouloir vraiment en vivre. Et c'est un peu la problématique avec ce domaine artistique, c'est que tout le monde a envie d'en vivre, mais d'un côté, les personnes qui en vivent bien ou très bien, on va les regarder d'un œil en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment pour réussir? Et c'est ça que j'essaye de casser en disant mais en fait, on peut avoir on apporte de la valeur en tant qu'artiste. On aide les gens, on crée des événements, on n'est pas en train de faire de magouiller quelque chose. Du coup, juste si on arrive à bien en vivre, on apportera de la valeur plus longtemps. Donc, c'est juste encore mieux. Il y a tellement d'artistes qui arrêtent au bout de 3 ans parce que juste tout simplement, ils sont à ras les pâquerettes. Après, ils vont recommencer un job alimentaire. Puis au final, ils vont être fatigués de faire les deux. Épuisés mentalement, ils arrêtent totalement. Il y en a, j'ai 40 000 exemples qui me viennent en tête des personnes talentueuses qu'on a perdues à cause de ça. Et du coup, ben, j'avais tendance un peu à mettre de côté en me disant c'est petit pour pas qu'on vienne me taper sur les doigts. Et là, non, vraiment, je veux dire, je veux que dans 3 ans, ma formation soit la formation la plus importante de France pour les mannequins. Je veux que les événements, les workshops, ça soit le tremplin pour se lancer dans le milieu de la photo en France. Je le vois grand parce que je sais que avec la team que j'ai, avec les personnes que j'ai pu accompagner et les personnes qui m'entourent dans les workshops, on est capable de le faire ensemble. Je le sais qu'on est capable et qu'on n'est pas obligé de voir petit quand on peut apporter de la valeur à plus grande échelle. Voilà, je le dis. C'est bien enregistré. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, euh, même nous-mêmes, en dehors de ce que les gens peuvent penser, nous-mêmes, les mots qu'on utilise pour définir notre activité, parce que ça va aussi influencer leur regard et ça va te renvoyer justement une autre perception de toi-même. Et effectivement, enlever ces petits mots-là ou même faire un travail de vision. À un moment, j'avais fait un exercice où on devait travailler sur notre vision dans, tu vois, dans 3 Ouais, à 5 ans, c'est super mais on devait intéressant tout ça. multiplier par 10. Donc, tu C'est vois, le trop chiffre bien. d'affaires multiplié par 10, la taille de ta maison multipliée par 10, enfin, tu vois, des choses comme Génial. ça. Et en fait, on se rend pas compte de l'importance que ça a, mais ça, c'est des petites choses qui sont faciles à faire. Mm, mm. Et même quand toi-même, tu vois, tu renvoies une bonne image de toi sur les réseaux en disant, bah, ouais, il y a 114 personnes à mon événement, tu vois, oui, j'arrive à vivre de mon activité. Et bah après, effectivement, le retour des personnes qui vont te suivre, ça te pousse justement dans ce chemin de la confiance et d'assumer, je trouve, bah, ton ambition, quoi. T'as totalement raison, c'est assez vertueux. C'est que les premières fois où tu vas assumer tes ambitions, tu vas avoir une partie qui va vraiment, ça va les chiffonner. Donc du coup, en général, ils vont avoir tendance à partir parce que du coup, le discours est plus aligné avec eux. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont partagé la même vision. Et l'entrepreneuriat, ce que je vois, c'est que de toute façon, dans tous les cas, on peut pas plaire à tout le monde. Et les personnes, du coup, qui vont t'entourer au fur et à mesure sont les personnes qui partageront dans tous les cas la même vision. Donc, autant l'assumer. Comme ça, au moins, ça fait, on va dire, le nettoyage de les personnes qui sont alignées et les personnes qui ne le sont pas. Comme ça, ceux qui ne le sont pas, ils trouveront d'autres discours qui leur conviennent mieux. Et inversement, ben, toi, t'es encore plus à 100% toi-même, quoi. Donc, c'est trop bien. Trop bien. On va passer à la deuxième idée reçue. Laquelle tu vas prendre? Ouais, moi j'aime bien. Alors attends, j'hésite entre les deux. Euh, si tu n'es pas à Paris, tu rates toutes les opportunités. Oui, j'ai vu quand tu l'as dit. Et même dans la vidéo aussi, c'est un truc qui est pas mal présent, c'est tout se passe à Paris. Mm, mm. Euh, Est-ce que toi, tu sais un peu bah, d'où vient cette idée reçue? Alors, je pense qu'il y a une part de vérité, mais également un peu l'imaginaire autour de ça. C'est que c'est une idée reçue pour pouvoir réussir, il faut absolument être sur Paris. Par contre, effectivement, la concentration de projets sur Paris est énorme. Donc, ça augmente les probabilités de réussir, c'est sûr. Après, il y a aussi beaucoup plus de monde, parce que tout le monde monte sur Paris. Donc ça aussi. Je sais que les vidéastes et photographes en Savoie,
Il y en a pas beaucoup, mais qu'est-ce qui marche? Parce qu'il y a personne. Donc ils en font du chiffre d'affaires. C'est pour dire que sur Paris, ça dépend aussi les domaines. Nous, on est dans le milieu artistique. Donc effectivement, ça me choque à chaque fois que je vais là-bas. Vraiment, ça grouille d'événements. Et d'un côté, moi, je me dis, mais en fait, je suis bien sur Lyon parce que mes événements seraient tellement fondus dans la foule, tellement qu'il y a des choses qui sont incroyables tout le temps. Il y en a beaucoup qui trouvent du coup Paris fatigant d'un point de vue artistique, parce qu'en fait, toujours l'impression de manquer. Manquer la dernière expo, le dernier vernissage, parce qu'en fait, il y en a tout le temps. Et un jeudi soir, il y en aura 50 dans la capitale. Alors que nous, quand il y a un vernissage, c'est l'événement de la semaine. J'exagère, mais pas tant que ça, hein. On est trop content de se retrouver parce que en fait, nous, on va le rendre un peu plus rare, j'avoue. Certains événements comme ça, c'est plus rare. Comme là, je reviens, mais la soirée de réseautage de ce soir, ben, c'est trop bien, mais il y en a pas beaucoup. Donc du coup, ça rend un engouement encore plus fort. Mm. Donc c'est ça qui est chouette. Mais pour moi, ouais, ça dépend les domaines. Si c'est un accélérateur, Paris. C'est aussi un broyeur, je pense, pour les jeunes. Mais si on se cantonne à ça, après, on n'avance plus. Donc, après, s'il y en a qui sentent que Paris les appelle, faut qu'ils tentent. En vrai, rien n'empêche d'y aller, voir ce que ça donne et revenir. Moi, je trouve que faut juste tenter et puis après, on voit ce que ça donne, quoi. Et je pense aussi que, tu vois, si on n'est pas à Paris et qu'on a envie de réussir, faut pas oublier que chacun, on a aussi un pouvoir de conviction et que on peut justement apporter des nouvelles choses, même dans notre secteur géographique, tu vois. Mm, Toi, j'imagine que tu dois contacter plein de bars, as ton réseau qui est déjà créé, mais tu vois, moi, c'est pareil, à Lyon, des opportunités, il y en a peut-être moins qu'à Paris, mais en fait, tu vas aussi sensibiliser les gens à ton travail, tes futurs clients, etc. Et justement, s'il se passe pas grand-chose, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses à faire changer. c'est ça. Faut avoir l'énergie. Par exemple, ouais, le concept de workshop, des rencontres artistiques, c'est pas un concept qui est connu, on va dire pour ceux qui sont pas du milieu artistique. Du coup, faut que j'ai l'argumentaire. Faut que j'explique pourquoi, c'est quoi le sens à ça. En fait, à quoi ça sert de réunir des photographes et des modèles et qui shootent ensemble? Ça a pas de sens pour certains. Alors que sur Paris, c'est bah oui, logique. En fait, voici le lieu. Alors que ben là, quand je démarche, là par exemple, je suis en contact avec un concierge qui me donne aussi accès à des lieux exclusifs. Et ben directement, eh ben, je suis partie, je lui ai expliqué le concept, on fait un appel. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone. Et heureusement que j'aime l'humain parce que ça va moins vite parfois, mais c'est qualitatif à la fin. Donc j'en suis contente. Trop bien. Je voulais qu'on parle aussi du fait que les gens peuvent penser qu'il n'y a pas besoin d'être coaché pour réussir. Euh, Est-ce que tu sais, pareil, d'où vient cette idée-là? Les gens, ils se disent, non, mais en fait, je vais beaucoup travailler, donc ça va le faire. Euh, Déjà, il y a la mentalité très méritocratique de quand on bosse beaucoup, on va gagner beaucoup, qui n'est pas forcément vrai en France, en tout cas. Donc du coup, ça, c'est un premier aspect. C'est plutôt bosser intelligemment que bosser beaucoup. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Après, par exemple, dans le milieu du mannequinat, effectivement, il n'y a pas besoin de prendre un coach pour rentrer dans le milieu du mannequinat, de base. C'est vraiment de base. Si tu as les bonnes mensurations, je m'adresse à la caméra parce que voilà, c'est si tu as les mensurations qui conviennent, si tu es dans les critères, si on t'a toujours dit « Ah mais toi, tu seras mannequin plus tard », des choses comme ça peut aider à en fait se lancer sans être coaché ou avoir déjà deux trois contacts dans le milieu qui ont déjà fait le même parcours, donc ils vont te dire ah mais en fait il faut faire comme ça comme ça. Mais par contre c'est un milieu qui est tellement concurrentiel. Maintenant une grande partie des personnes que je connais veulent devenir mannequin, et même sans les critères. Et du coup bah là en fait on est dans fondu aussi encore dans la masse. Et là, faut être ultra stratégique et ultra accompagné parce que il y a des erreurs, on ne peut pas faire de retour en arrière. Par exemple, si on postule dans les mauvaises agences au mauvais moment, et ben si on l'a
pas fait dans le bon ordre, et ben on pourra pas revenir en arrière. Ah ouais? Et c'est horrible. Par exemple, il y a une très grosse erreur qui est de postuler en agence de représentation de mannequins, ça s'appelle. Et c'est un peu les agences de mannequinat que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. On s'entend, qui sont un peu connus. Et ben si on postule à ça, on peut plus postuler, ou très rarement, en agence mère. Et les agences mères, c'est ceux qui vont te guider dans le milieu. Parce que les agences mères veulent découvrir des personnes qui ont jamais tenté. Ils veulent la personne arrêtée justement dans la rue, au restaurant, et qui on va dire, mais en fait, deviens mannequin. Et du coup, bah, si on a tenté l'un sans avoir tenté l'autre avant, et ben on peut plus faire l'inverse. Et du coup, ben, potentiellement, on peut plus être accompagné. Et c'est horrible parce il y a des personnes qui me contactent en disant ah, je postule à ton agence mère. Du coup, parce que je travaille en tant que scout pour une agence mère qui n'est pas la mienne. Et ben je leur dis est-ce que tu as déjà postulé? Oui. Bah, je peux rien faire pour toi. Et c'est horrible, c'est frustrant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être coaché au début. Comme ça, au moins, on sait quoi faire. On fait étape par étape, on se précipite pas, on balance pas ses candidatures partout, et à la fin, on a le résultat qu'il faut. Voilà. Et du coup, au final, c'est plus important en fait de justement connaître le milieu, d'avoir une stratégie justement bien construite, plutôt que bah, comme l'idée reçue dont tu m'as parlé, que ce soit une question de mensuration ou de physique. Au final, qu'est-ce qui est le plus important, tu vois, pour être un bon ou une bonne mannequin? Euh, Soit dans tous les cas, je pense dans tous les domaines, plus on a de la connaissance sur le domaine, moins on se fera avoir. Je pense même dans la vidéo, plus on va connaître nos droits, plus on va connaître notre manière de fonctionner, comment fonctionnent les autres collègues, au moins on se fait pas avoir. Pour le mannequinat, effectivement, c'est en fonction de son physique. C'est pas mettre de côté son physique, c'est en fonction de son physique, en fonction de nos critères physiques. Il va falloir trouver sa voie et trouver la bonne catégorie. Une fois qu'on a trouvé la bonne catégorie, donc soit ça en trouvant sur internet, soit du coup en passant par des personnes comme moi, et ben voir qu'est-ce qui est attendu par les agences de notre catégorie. Et pas aller partout tenter 40 000 shootings et shootings avec des fleurs, etc. Non. Qu'est-ce qu'attendent vraiment les agences en face? Ok, elles veulent ces shootings-là. Que font les modèles qui sont dans ces agences? Ok, elles font tel type de shooting. Et bah, je vais reproduire ces shootings. Et en fait, c'est être très stratégique et méthodique. Comme ça, on va pas dans tous les sens. On fait pas un shooting ultra artistique alors qu'on va être dans du publicitaire. Évidemment, si ça vous fait plaisir et si ça vous fait grandir personnellement, allez-y, faites-le. Mais il faudra prendre conscience que c'est pas forcément un shooting qui va faire avancer dans sa carrière. Et mais voilà, faut pas omettre ces mensurations. Par exemple, moi j'ai des mensurations qui rentrent dans la catégorie grande taille. Ça veut pas dire forcément que je suis grande taille, mais c'est juste dans le milieu, c'est le cas. Donc du coup, ben, je sais que c'est là et il y a tel type de visuel qui plaise à ces agences-là. Donc du coup, ben, je vais diriger sur ça. Comme, je sais pas si c'est clair. Ouais. Si, si, ça rejoint justement ce qu'on disait sur le côté, bah, au final, il faut pas s'arrêter parce qu'on pense qu'on n'a pas forcément les mensurations de mannequin comme on peut voir sur les défilés. Mais justement, il faut trouver en fait sa place et ensuite tu fais en fonction de ça. Comme tu dis, c'est la ligne directrice et tu les aides C'est ça. justement là-dedans. C'est ça. Ok. Euh, Alors, il y a un autre sujet qui n'est malheureusement pas une idée reçue, mais je pense que c'est quand même hyper important de l'aborder. C'est le fait de, quand tu te lances justement, bien trouver des shootings safe. Tu as construit une communauté où tu connais, bah, tu vois, ceux que tu invites à tes vêtements, tu les connais tous. Tu sais que c'est des gens justement safe et que si les gens ils vont faire des shootings entre eux, il n'y aura pas de souci. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment une personne qui a tout juste décidé de se lancer, quelles erreurs elle ne doit pas faire. Enfin bon, c'est pas elle qui fait l'erreur en vrai, mais comment elle peut se protéger et ouais, comment elle peut anticiper un petit peu ou percevoir un shooting qui serait pas safe. Déjà, je te remercie de me poser la question parce que franchement, je pense que c'est un des sujets les plus importants à ne pas skipper du podcast. Ça peut surprendre peut-être des personnes qui connaissent pas le milieu de dire attends quoi, un shooting pas safe. Donc qu'est-ce on appelle un shooting pas safe? C'est tomber sur des photographes graveleux, euh,
gênants, qui peuvent aussi, là, petit trigger warning, mais c'est vraiment, ça peut aller très très loin, des attouchements, ça peut vraiment aller très très loin dans ce milieu-là. Et il y en a beaucoup, des cas comme ça. Vraiment plus qu'on le pense. Des personnes aussi très implantées dans le milieu qui font ça, qui vont faire de l'harcèlement moral, plein de choses vraiment pas top du tout. C'est pour ça que là, les conseils de comment prévenir ça pour pas tomber dans ce type de situation. Déjà, si ça vous est arrivé, c'est pas de votre faute. Voilà, déjà, on peut pas tout savoir. Et surtout au début, on nous vend plein de rêves. Donc, c'est pas normal de tomber dans ce piège, mais sachez que c'est tellement bien construit que ça peut vraiment arriver. Donc déjà, ne vous mettez pas la pression là-dessus. Mais pour éviter ça, moi j'ai plusieurs grandes règles. Premièrement, déjà suivre votre instinct. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut y aller. En général, c'est même des fois un peu bizarre si vous avez fait aucune photo, qu'il y a une femme ou un homme de 45 ans qui va vous proposer de faire de la lingerie. C'est bizarre. Il faut vraiment vous le dire. C'est pas normal. Et surtout si vous avez aucune photo. Ouais. Des photographes qui proposent des collaborations à des modèles qui sont déjà bien implantés, c'est quelque chose dans le milieu qui se fait. Ça s'appelle Time for Print, TFP, ou collaboration. Mais par contre, si vous n'avez jamais fait de photos et qu'on vous propose des shootings gratuits, souvent c'est que c'est vous qui allez être le produit. Souvent c'est un peu ça. Donc, déjà, regardez les photos. Est-ce que les photos, vous les trouvez vulgaires? Est-ce que vous les trouvez bizarres? Est-ce que vous dites, ah bah ça, je sais pas si je les assumerais? Parce que c'est hyper important de vous dire que les photos, ça reste. Internet, tout reste. Et est-ce que, moi, c'est une phrase que m'a dit ma mère quand j'ai commencé, c'est chaque shooting que tu fais, dis-toi, dans 30 ans, si tu es à la tête d'une grande entreprise et qu'on te ressort ces photos-là sous les yeux, est-ce que tu seras capable de les assumer? Et je trouve qu'elle est hyper forte, cette image. Je veux dire, est-ce que si tu fais la lingerie, tu peux faire de la lingerie, par exemple. Mais est-ce que si on te remonte ces photos-là et qu'il y a un salarié qui te monte en disant «Regardez la patronne à quoi elle ressemblait à 18 ans», est-ce que tu l'assumes ou pas? Si tu l'assumes, il y a pas de souci. Mais si tu sais que tu seras difficilement en accord avec ça, moi je conseille de pas le faire Est-ce pour qu'elles vous sont en protéger. accord avec ta vision, en fait? En fait, c'est ça, beaucoup ça. Ensuite, de demander à au moins 5 à 6 des modèles avec qui il a shooté. Donc, vous pouvez aller voir sur son Instagram. Déjà, s'il n'y a pas de modèle identifié, c'est bizarre. Si vous dit oui, mais moi, les shootings avec des personnes, moi, je les identifie pas parce qu'ils veulent pas. Si t'as pas envie d'être identifié par une photographe, c'est qu'il y a une raison, en général. Hein. Vraiment, je connais pas grand monde qui veulent pas être identifiés ou c'est qu'ils sont pas en accord avec les photos. Euh, donc, demandez bien à 6 des modèles en disant voilà, je compte shoot avec telle personne. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Et la phrase souvent que je dis, c'est est-ce que tu la conseillerais à une débutante? Parce que nous, des fois, en tant que mannequin professionnel, on a l'habitude des fois de shooter avec des photographes où on souffle un peu, mais c'était dans le pro, c'était un shooting pour une marque. On ne conseillerait pas forcément à une débutante, mais bon, le shooting est fait, il est fait. Mais du coup, dites-vous pas, c'est ah, mais parce que tel mannequin a shooté avec ce photographe, c'est qu'il est forcément safe. C'est pas vrai non plus. Parce que franchement, je me suis fait avoir au début où j'avais une amie mannequin qui avait shooté avec un photographe. Et puis moi, il m'a fait du harcèlement moral, le photographe. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu shootais avec? Ouais, il était un peu bizarre, mais ses photos, elles étaient cool. Ah, pourquoi tu fais ça? Parce que tu lui fais de la promotion. Donc voilà, ça, s'il refuse que vous soyez accompagné, c'est pas normal. Si c'est en studio et que c'est chez lui, parce que souvent les photographes ont leur studio chez eux, proposer d'être accompagné, bien dire où vous allez, avoir quelqu'un avec qui potentiellement peut intervenir, ne pas boire pour avoir sa bouteille d'eau, parce que ça c'est vraiment un truc. Ouais, parce que moi j'ai fait une erreur dans mes premiers shootings. Je suis arrivée chez un photographe et c'est vraiment, je pense, ma pire expérience. Je suis arrivée chez un photographe, j'avais 19 ans. C'était un lundi soir, il faisait nuit. Et en fait, c'était shooting normalement portrait. Et puis petit à petit, c'était ah, mais tu veux pas. C'est plus joli quand on voit les clavicules, mais tu veux pas baisser le soutien-gorge parce qu'en fait, c'est plus. Et je me suis dit, ouais, mais il a tellement shooté avec plein d'autres modèles qu'il a raison en fait. Moi, je suis. Et puis en plus, c'est gratuit, donc je vais pas ne pas
dire ce qu'il demande parce que et j'avais et là: «Ah, tu veux pas un verre de vin?» Vraiment, l'ambiance était extrêmement bizarre et le truc qui s'est passé et c'est pour ça que, heureusement, j'avais un minimum de caractère, mais pas assez pour me rendre compte de tout ce qui se passait, c'est qu'à la fin, j'avais, du coup, ma robe qui tombait sur mes épaules que je tenais avec mes bras et sans mes bras, ma robe tombait. Donc je tenais et en fait, le photographe a appuyé plein de fois sur les flashs, ça m'a ébloui et du coup, j'ai lâché ma robe. Et du coup, il a pris en photo à ce moment-là. Et après, je lui dis: «Mais c'est quoi ça?» Il me fait: «Ah, mais c'était pour rire». Et du coup, je dis: «Efface directement devant mes yeux». Et du coup, il fait: «Non, mais j'effacerai à la retouche». Je fais: «Non, tu effaces maintenant». Et du coup, après, je me suis dit: «OK, là, je suis en danger». Et j'ai fait: «Ah, on a bien shooté, je vais rentrer chez moi». Et heureusement, ça s'est terminé comme ça et ça va. Mais et pourtant, j'étais un minimum alerte sur les choses, mais j'avais 19 ans, c'était gratuit, c'était une de mes premières collaborations. Le photographe avait shooté avec plein d'autres modèles et c'est pour ça que, en fait, on peut vraiment entrer dans un cercle là, et du coup, ben, faire hyper attention. Et en vrai, tout bête, mais juste posez-moi la question. Si là, il y en a qui veulent se lancer et qui se disent: «Bon, bah, en vrai, j'ai peur de faire tout ça», envoyez-moi un message, c'est Joanne Perrin, je prends le temps, je réponds à tout le monde et vraiment, posez-moi la question. Comme ça, au moins, on est sûr certain et parce qu'on a des gros réseaux aussi de modèles. Là, clairement, ceux qui sont bizarres, on le sait et il y en a qu'on n'arrive pas à enlever du milieu. C'est frustrant parce qu'ils font le pire, c'est ceux qui font les belles photos. En fait, ceux qui font des photos moches. À la limite, on dit: «Ah, c'est un Jean-Michel, 45 ans de la Creuse». Désolée de la la description, mais c'est un peu comme ça qu'on les appelle, les Jean-Michel. Désolée à tous les Jean-Michel, qui nous écoutent. Mais c'est ceux qui font des belles photos, le plus dur. Parce que eux, ils vont continuer à shooter avec potentiellement des agences, ils vont avoir de la crédibilité, mais ils vont faire des trucs louches. Et, et moi, j'ai plus de 20 témoignages sur des photographes, mais que on ne peut pas faire sortir parce qu'ils sont implantés. Donc c'est pour ça, posez-moi les questions, au moins je peux vous aiguiller. Voilà. Et puis je pense qu'en plus, même si tu as l'habitude, que tu vois, même si tu as plus de 19 ans, que tu as l'habitude des shootings, etc., j'ai l'impression que dans des situations comme ça, tu as aussi un peu un effet de sidération. Oui, je Et que comprends pas. du coup, c'est dur de réagir comme tu aurais réagi si la situation est passée, tu vois. Et il y a aussi un autre truc, c'est que enfin, les remarques sur le physique, ça, c'est pas rigolo non plus, tu vois, c'est pas professionnel. Parfois, il y en a qui vont pas forcément agresser ou harceler ou quoi, mais qui vont, en face de la personne, dire elle est pas assez comme ci, elle est pas comme ça, ou elle devrait être plus. Ça, dans le milieu du mannequinat, vous allez potentiellement le retrouver dans le milieu de la photo. Dans tous les cas, dans un cadre pro, vous faites un shooting photo avec un photographe, il va pas vous faire des remarques. Si c'est son métier ou pas, il y a aucun sens de refaire des marques sur le physique. Aussi de vous toucher, dans le sens où ah mais je te replace ton t-shirt, je te replace ta mèche, je te replace et je te touche le visage au passage. Non, c'est en tant que photographe, je sais qu'il y en a que ça leur viendrait peut-être pas à l'esprit, mais c'est toujours demander: «Est-ce que c'est bon pour toi que je te replace tes cheveux?» «Oui, c'est bon, tu peux y aller». Et là, au moins, tout devient normal, tout devient et moi, ça m'est arrivé et c'est pas parce qu'au début, tu dis: «OK, c'est bon» et qu'au final, ça fait 20 fois qu'il te touche les cheveux, à un moment, bah, tu le droit aussi de dire non, genre à un moment, tu me saoules, quoi. Et mais mais par contre, sur le physique, ça va pouvoir vous arriver. Donc déjà, tanquez-vous au maximum. Dites-vous que, déjà, ils parlent de par exemple, moi, souvent, ils parlent de la Joanne mannequin. Ils parlent pas de moi. Ils parlent de cette des fois, moi, je me dissocie, surtout sur des shootings où, par exemple parce qu'ils aiment bien prendre des plus size, mais au final, ils arrivent avec des t-shirts S. Ils font: «Mais non, mais si on tire, on va rentrer dedans». Donc du coup, j'en entends des vertes et des pas mûres et ou, «Tu veux pas rentrer ton ventre?» parce que, bah, oui, en fait, on t'a pris pour du ventre, mais en fait, on veut pas voir ton ventre. Bref, voilà, on va beaucoup avoir sur des situations comme ça ou, «Dis donc, tu as beaucoup d'acné, je pensais pas». OK et ben, ça, vous y mettez dans un coin à la poubelle, déjà pour juste vous protéger vous et après, moi, il y a certaines personnes où, là, je sais que c'était avec une make-up artiste et une make-up artist est censée vous rassurer, pas vous rassurer, mais au moins faire un travail de confort avant un shooting et vous mettre entre guillemets «à l'aise» parce que c'est votre premier interlocuteur avant un shooting. Donc elle me maquillait et tout, il faisait, 38 dans l'appartement. Il faisait très, très chaud. Donc du coup, moi, je commençais à perler au niveau du front et «Tu transpires souvent comme ça?» Donc déjà comme ça et là, je fais: «Bon, c'est pas grave», je fais: «Oui, il fait chaud».
Voilà, juste ça. Et après, ah oui, et c'est vrai que l'autre modèle, elle avait vraiment une peau parfaite, hein, c'était beaucoup plus simple à maquiller, ça nous fait prendre du temps là. Et je fais: «Oui, j'ai un peu d'acné», je l'avais prévenue à la prod. «Ouais, ouais, non mais OK». Puis elle l'a fait et sans aucun état d'âme, à la prod, je fais: «Écoutez, moi ça fait un moment que je travaille dans le milieu, donc ça m'a pas impacté pour le shooting après, j'ai repris mon sourire et c'est reparti». Je fais: «Par contre, si vous avez des modèles plus amateurs que ça, elle vous la bloque pour le shooting, donc je vous conseille pas de retravailler avec des personnes comme ça». Puis comme ça, à l'autre shooting, c'était une autre make-up artiste. Franchement, ouais. En plus, on est du même milieu, faut se soutenir. C'est comme quand je vois des agences de prod ou des vidéastes, par exemple, ou des photographes qui sont rémunérés sur les prods et qu'au final, ils veulent pas rémunérer le mannequin. Je suis en mode: «Mais c'est à nous, en tant qu'interlocuteurs du milieu, de défendre nos pairs» entre guillemets et de dire, moi, par exemple, s'il y a des shootings où la make-up artist, elle est pas rémunérée et ben, je dis: «Bah, on prend 1 heure en moins le studio et au moins on rémunère la make-up artist». Mais je vais pas avoir quelqu'un qui va me maquiller pendant 1 heure dans les yeux et au final elle est pas rémunérée alors que moi je suis rémunérée quadruple d'elle. C'est horrible. Donc du coup, voilà, c'est pour ceux qui sont du milieu artistique, n'acceptez pas ça s'il vous Ouais, plaît, bah, on parce que c'est travaille ensemble, dur. donc on va forcément mieux s'en sortir si on se soutient que si C'est on se tire ça. dans les pattes. Mais je comprends que c'est compliqué de devoir négocier avec ses clients en disant: «Ben, faut débloquer un petit budget, juste même, 200 € et en même temps, ben, des fois, ça peut grappiller sur nos propres marges», donc je comprends que c'est compliqué, mais au moins, on travaille mieux ensemble sur le long terme, quoi. Et parfois, juste dire les choses, en fait, on se rend pas compte, mais ça se trouve, personne n'a osé le faire avant Oui, c'est et ça! toi, tu vas avoir un impact, en fait. Ouais, vraiment, mais il faut avoir la Ouais, faut posture oser. pour, et dire: «Allez, go, on y va». Hem, je voulais parler un petit peu de ta stratégie de communication OK. parce qu'en fait, toi, tu crées vraiment un esprit, communautaire, mais on voit que tu l'incarnes vraiment, tu vois? Tu as énormément d'abonnés et moi, je me rappelle, je t'avais contacté un moment pour un workshop et tu réponds à tout le monde par audio, même si c'est 23 heures et tout. Alors, c'est pas forcément un truc que que je À veux ne pas valoriser. faire! Voilà. Non, mais tu es vraiment présente pour, tu vois, pour tout le monde. Tu prends le temps vraiment, ouais, de créer un esprit de famille, un esprit communautaire. Tu connais toutes les personnes qui viennent à tes événements et cetera. Et même, ouais, dans ta stratégie, tu l'incarnes ce côté que toi, en fait, tu te ressources auprès des personnes, avec qui tu travailles, que ça devient souvent des amis et qu'en fait, voilà, et tu fais en sorte qu'il y ait une bonne ambiance entre tout le monde. Hem, moi, j'ai l'impression que l'authenticité, c'est hyper important, mais en même temps, elle se suffit pas à elle-même, tu vois? Il Ouais. faut qu'elle soit accompagnée d'une partie stratégique. Comment toi, tu l'as imaginée? Comment tu l'as construite, cette stratégie? Hem, je pense que ça rebondit pas mal, à ce qu'on disait au début. C'est que, c'est qu'il y a une partie qui était vraiment intrinsèque. C'est qu'il y a des choses que j'ai fait, je ne savais même pas que c'était de la stratégie. Et là, c'est quand je me suis vraiment prise au sérieux et que je suis vraiment montée en SASU, il y a 2 ans, où j'ai dit: «Bon, là, si je dois présenter à quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais?» Et du coup, j'ai vraiment pensé ça comme un écosystème. L'écosystème, il y a pas de nom pour l'instant, peut-être il y en aura un, j'aimerais bien, où il y a à la fois des rencontres photos, à la fois des rencontres à l'étranger, si on a envie de partir plus loin, de se faire rêver et de dire: «OK, en fait, on part dans une villa à Prague». Hem, que si on n'est pas encore lancé, bah, il y a des coachings qui nous aident à se lancer. Que si on est déjà lancé, mais qu'on n'a pas les contacts, bah, qu'il y a des Excel d'agence qui peuvent nous aider à rentrer en agence. En fait, de proposer tous les outils nécessaires à on va dire, son évolution dans le milieu de la photo. Donc je l'ai vraiment pensé en écosystème avec différents, secteurs. Par exemple, les workshops, c'est le côté loisirs, c'est le côté créatif, c'est le côté rencontre et le côté plus, de l'académie, de la formation, c'est plus sérieux, c'est plus, stratégique, c'est plus business, parce qu'en fait, à la fin, je veux qu'elles aient des contrats, les personnes. Donc c'est pour ça et après en termes de discours, il y a une phrase d'Alexandre Astier, qui est du coup assez une référence, c'est celui qui fait Kaamelott pour ceux qui connaissent pas, qui dit, «Je travaille pas avec des personnes avec qui je pourrais pas partager un repas» et je trouve qu'elle est
ultra représentative aussi de ma manière de faire. C'est que je ne travaille pas avec des gens que je ne pourrais pas supporter sur une journée. Parce que, en fait, c'est tellement d'investissement personnel que même dans ceux que j'accompagne, si j'ai pas le feeling avec les personnes, eh ben, je vais pas me taper 3 mois avec eux, alors que je ne partage ni leurs valeurs, ni leur manière de penser, ni... en fait, c'est humainement impossible pour moi. Donc, ce qui fait que c'est bien, ça... Mais j'ai pas tant de personnes que ça on va dire, à mettre de côté, parce que du coup, vraiment, au fil du temps, je pense à ramener des personnes qui avaient la même idée que ceux d'avant, nan, nan. Donc là, je suis très bien et très à l'aise avec les personnes qui m'entourent. Donc stratégiquement, là, on est sur rester le côté très loisir, très passion, et très on vient s'éclater en workshop. Et si on a envie de professionnaliser tout ça et rentrer dans le dur, on va plus sur le côté formation. Et après, j'ai choisi Instagram pour, pour la communication. Euh, ça fonctionne avec moi. Je sais que c'est très dur pour beaucoup d'artistes, Instagram, à comprendre l'algorithme, etc. Moi, j'ai jamais misé sur le nombre d'abonnés, mais plus les discussions qualitatives que j'ai. Parce que c'est que très récemment, enfin, ça fait 6 ans que quand même je bosse sur cet Instagram et j'ai atteint, ce qui peut pas beaucoup pour pas mal de personnes, 13 000 abonnés. Mais c'est rien du tout pour 6 ans. Vraiment, quand quelqu'un est bon en communication, sachez que les 13 000, ça va très rapidement. Vraiment, quand on a les codes d'Instagram, il y en a qui arrivent en l'espace de 3 mois à remonter, parce que quand tu utilises tous les critères, ça marche très bien. Mais moi, c'est plus parce que je voulais partager avec les gens, être sûre, pour dire, je fais remplir même des questionnaires pour que les personnes elles viennent aux événements, pour être sûre que je sois alignée avec eux. Et mine de rien, c'est sur les événements, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des modèles qui doivent se changer hyper rapidement, même des fois qui sont en soutien-gorge, et hors de question d'avoir quelqu'un de bizarre. Et après, faut jamais mettre l'erreur à zéro, dans le sens où c'est possible qu'il y en a qui passent à travers tout ce que je mets en place. Et c'est pour ça que je mets de plus en plus, par exemple, des référents care. Donc, c'est des référents dans les apéros qui sont là s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, au moins on peut aller leur parler. Donc, parce que voilà, faut pas fermer les yeux, faut pas se dire ah non, mais je fais tout bien, du coup tout ira bien. Non, c'est possible. Et en vrai, donc pareil, je réapplique les mêmes stratégies quand je prends des personnes que par exemple, je connais pas. Tu disais voilà, que je connaissais tout le monde dans mes événements. Alors, je les connais pas tous, mais je fais en sorte, par exemple, sur les workshops, s'il y a des personnes qui postulent et que je n'ai jamais entendu ni d'Ève ni d'Adam, ni d'Ève plutôt, et bien du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire la même stratégie qu'avec les faux photographes. Je vais demander à 6 des modèles, si ça s'est bien passé. Je vais également demander à mes réseaux, est-ce que vous le connaissez? Je vais faire remplir un questionnaire de questions et on va me répondre par vocaux. Comme ça, en fait, avec la voix, on sait très rapidement aussi si une personne elle est bizarre ou pas. Je trouve qu'à la voix, on voit beaucoup de choses. Et le feeling et tout ça. Et je préfère manquer d'un photographe ou d'un vidéaste sur un workshop que d'avoir quelqu'un que je suis pas sûre à 100%. C'est un parti pris. Je sais que c'est pas le cas de tous les meet-up. Donc faites vraiment attention à ça. Parce que c'est pas parce que c'est un meet-up que les gens sont aussi attentifs que ça. Et il y en a même certains qui sont infiltrés dans des meet-up alors que vraiment, ils auraient pas de modèle à côté s'ils étaient pas dans ces meet-up-là. Donc voilà, assurez-vous aussi des organisateurs qu'ils fassent, s'il vous plaît, leur travail d'amener des bonnes personnes. Pas bizarre pour les modèles, quoi. Donc ça, On arrive quasiment à la fin du podcast. J'ai encore quelques petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais une erreur dans ton parcours à nous partager, tu vois, pour que d'autres personnes ne la reproduisent pas, ou quelque chose que tu aurais aimé faire différemment pour gagner du temps, par exemple? eh bien, que si vous n'avez pas une course contre la montre, des fois, c'est pas grave de perdre un peu de temps sur certaines choses, parce qu'on apprend beaucoup. En 6 ans, par exemple, j'ai appris plein de choses, dont des erreurs qui sont essentielles pour que maintenant je passe à l'étape supérieure. Donc ça, je suis très contente. Erreur très récente que j'ai faite. Euh, Quand vous allez vouloir déléguer des choses ou sous-traiter à vos freelances, préparez votre brief en amont, mais et pas forcément par ChatGPT, parce que ChatGPT rajoute des choses qui servent un peu à rien. C'est préparer vraiment vos besoins de manière précise,
mais pas non plus extrapoler. C'est, vous dites, voilà, ce que vous avez besoin, vous le marquez sur papier et ça vous permettra, quand vous déléguez au freelance et que vous allez devoir demander des devis, de pas avoir des choses qui sont totalement hors sujet. Parce que là, récemment, j'ai voulu déléguer ma charte graphique et j'ai demandé à ChatGPT, je veux déléguer ma charte graphique, fais-moi un brief créatif, blablabla. Il m'a fait quelque chose d'ultra dense. Je fais, waouh, ça pète, c'est super stylé. Et je l'ai envoyé, du coup. Alors, c'était tout simple ce que je voulais. Hein. Je voulais juste savoir les couleurs que j'allais utiliser pour ma formation, les couleurs que j'allais utiliser pour les workshops. C'était pas plus simple que ça. C'était pas plus difficile que ça. Mais le brief était stylé. Donc, je l'envoie. Et j'ai eu des devis qui sont allés jusqu'à 5 000, 6 000 euros. Et je me suis dit, mais je vais mourir en fait. Comment c'est possible que ça soit aussi cher? Et en fait, j'ai été claire avec un freelance. Je lui ai dit, tu peux me dire pourquoi on me demande des chiffres aussi astronomiques que ça, alors que je ne demande pas la lune. Et là, on m'a dit, bah, en fait, tu vois, là, ce mot-là, t'as mis créer une typographie. Et ben, créer, nous, ça veut dire qu'on va la créer de toute pièce. Donc, voilà. Logique sur les réseaux sociaux. Bah, nous, en fait, on va te faire une stratégie de com. Alors que moi, je voulais juste savoir si quand j'utilise workshop, je mets quelle couleur et non, telle couleur. Et en fait, j'ai fait, OK, bon, bah, on recommence de zéro. J'ai fait un mini brief, je l'ai envoyé. Et puis, du coup, là, j'ai des choses dans mon budget parce que j'étais pas forcément. Donc voilà, c'est quand on délègue de bien être clair ou d'avoir quelqu'un en face qui soit prêt à vous aider pour définir aussi vos besoins. Parce que c'est des fois difficile quand on connaît pas le milieu de définir ses besoins. Donc, quand vous allez demander à Camille, non, mais d'avoir vraiment quelqu'un qui puisse vous accompagner en disant, bah là, ça, c'est votre objectif. Moi, je peux vous proposer ça, ça, ça. Ça, votre budget, il est soit irréaliste parce qu'il est trop bas, ou etc. Ou soit on peut aborder tel sujet de telle manière pour vous faire rentrer dans votre budget. Et je pense que j'ai voulu trop précipiter en faisant un truc stylé. Et au final, c'était beaucoup trop gros, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui donne du sens à ton activité? Les gens. Et en vrai, c'est les artistes que je rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des phases. C'est un peu une addiction, hein, organiser des workshops en toute franchise, parce que c'est un événement que j'organise pendant un mois, et ensuite je fais l'événement. Et après, je me retrouve à nouveau toute seule, parce que je suis pas en cowork, rien du tout. Moi, je suis seule face à mon bureau. J'ai pas d'associé, je travaille avec une freelance qui m'aide un peu, mais c'est pas une team, on va dire. Et du coup, ben, c'est le fait de revoir des personnes, de reparler, de rééchanger, d'avoir le cerveau à 1000 à l'heure, parce qu'on parle de plein de choses, de plein de projets, qui me fait continuer. Et là, par exemple, ça fait bien un mois et quelques que j'ai pas organisé de workshop. Et ben là, je me sens un peu seule en ce moment. Parce que je me dis, waouh, bah là, en fait, elle est où cette flamme? Et je sais qu'elle va revenir parce qu'en 2026, je vais refaire des événements, tout ça. Et que là, je suis obligée de plancher sur des choses un peu plus formelles. Parce qu'une formation, c'est très long à écrire. Je suis plus de 14 modules, donc autant te dire que jusqu'à minuit, tous les soirs, là, je suis en train d'écrire. Mais ouais, vraiment, de bien être entourée. Et en tout cas, essayez au maximum d'avoir des clients qui vous ressemblent. Je trouve que ça fait gagner sur la durée. D'être aligné avec les clients que vous avez. Effectivement, moi je dis, ben, tu as très bien dit, il y en a qui deviennent des amis. C'est parce qu'en fait, ils sont tellement alignés que, bah go, on avance, on bosse ensemble maintenant. Et je trouve ça trop bien, quoi. Voilà. Et dernière question, du coup, dans l'Essence Podcast, moi j'ai des invités qui euh, font évoluer les regards sur un secteur ou qui ont une vision assez innovante qu'ils apportent sur un marché. Euh, qui est-ce que toi tu aimerais voir dans un prochain épisode? Après, moi j'en ai une qui m'a pas mal aidée dans sa vision au début. Elle fait aussi des super podcasts. Elle s'appelle Sandra de F Collective. Elle est sur Grenoble. Du coup, elle est pas très loin, elle est sur Grenoble. Et nous, on est sur Lyon. Et du coup, je sais qu'elle a formé une grosse communauté de femmes entrepreneuses et de mumpreneuses. Donc, en fait, des mamans, comment se lancer en ayant des enfants, comment gérer en ayant une garde alternée, plein de choses comme ça. Et je la trouve assez inspirante. Et j'ai déjà fait un repas avec elle quand j'étais sur Grenoble et j'avais bien aimé le mindset général. Donc, peut-être elle, si elle accepte de venir sur Lyon, faire une petite balade, voilà. Trop bien. Ça doit être un trop bon exercice d'interviewer une podcasteuse en plus.
C'est ça, le grand défi, le défi ultime. Non, mais je pense qu'en plus, elle est vraiment dans cette idée de partage, et cetera. Donc, si elle a une petite place dans son planning, je pense que vous matcherez bien. Ça marche. Trop bien. Eh bah, écoute, merci beaucoup, Joanne. Je suis vraiment trop contente de notre échange et je pense vraiment que ça va inspirer effectivement des mannequins, des futurs mannequins, mais en vrai, plein d'entrepreneurs. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te retrouver? Bah, déjà, dans un premier temps, merci aussi d'avoir pris le temps de mettre en place le podcast. Les questions étaient ultra intéressantes. J'ai vraiment pu creuser en plus sur plein de sujets qui me tenaient à cœur. Donc, je suis ravie d'être venue ici. Pour me retrouver, du coup, ben, j'ai mon site internet Workshop by Joanne, mais c'est pas forcément là que je communique le plus. Moi, c'est vraiment Instagram avec Joanne Perrin. Donc, c'est Joha2ne. Perrin, P-E-2-R-I-N. C'est difficile à écrire, donc c'est pour ça que Je l'écrirai, t'inquiète. je le dis. Appelez, on le met là. Du coup, Workshop by Joanne aussi, voilà, dans la liste. Et voilà, si vous voulez venir et même échanger en privé, rebondir sur certains sujets, j'adore. Franchement, j'ai beaucoup de messages, donc j'essaye vraiment de les traiter petit à petit, mais j'adore pouvoir avoir des interactions comme ça, au-delà des podcasts, tout ça. Donc voilà, ma porte est ouverte. Trop bien, bah, n'hésitez pas à suivre Joanne et à lui poser des questions si vous avez sur la formation. Et nous, on se retrouve sur l'Essence Film sur Instagram ou Camille Stricker sur LinkedIn. Et puis, on se retrouve aussi dans un mois pour le prochain podcast. Et coupé!